Ce que vous êtes en train de voir, c'est une famille heureuse. Alors que le soleil se couche sur la baie de Santa Barbara, Abby et Matthew Coleman annoncent que leur second enfant sera une fille. Alors, si je vous dis Mexique, reptiles et complot, a priori tout cela n'a rien à voir. Eh bien, figurez-vous que l'histoire de la famille Coleman est liée à ces trois sujets. Comment passe-t-on d'une famille heureuse à un crime mêlant des reptiles ? Je vous raconte tout ça, ne bougez pas. Si le paradis devait avoir une adresse physique, ce serait Santa Barbara. D'un côté, l'océan Pacifique s'écrase sur des plages d'un blanc immaculé. De l'autre, les monts Santa Inés ajoutent une touche dramatique au décor. Entre les deux, des villas méditerranéennes recouvertes de tuiles rouges rappellent l'héritage espagnol. Vivre à Santa Barbara, c'est avoir des étoiles plein les yeux du matin au soir. Il n'est donc pas surprenant que la ville soit assaillie de touristes. Plages, hôtels de luxe, terrasses de café. En été, il est difficile de mettre un pas devant l'autre sans croiser un voyageur en train de prendre la pause. Mais malgré toute cette agitation, la ville est relativement sûre. En 2021, année à laquelle se déroule notre histoire, Santa Barbara n'a enregistré que 3000 crimes violents. Parmi ces derniers, seuls 6 homicides ont été répertoriés. C'est donc le cœur léger que résidents et touristes vaquent à leurs occupations. Ils savent que la police de la ville veille au grain. Et ce sentiment de sécurité, Matthew Taylor Coleman l'a connu toute sa vie. Enfant du pays, il a grandi sur les plages de Santa Barbara. À 40 ans, ni l'océan, ni les ruelles de la Riviera américaine n'ont plus aucun secret pour lui. Santa Barbara, c'est sa maison. C'est l'endroit qu'il appelle foyer. Cela fait 40 ans que cela dure et il n'y a pas de raison pour que cela change. Matthew fait partie des chanceux qui ont très vite trouvé leur voie. Tout commence en 1981, à Santa Barbara donc. Le petit Matthew vient tout juste de naître. Et à peine sent-il l'air tiède de la Californie qu'il pousse un cri strident. Les cheveux plaqués par la sueur, les traits encore tirés, Laurie Coleman éclate de rire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son fils sait se faire entendre. Heureusement, il se calme immédiatement lorsqu'elle le prend dans ses bras. Pendant de longues minutes, Tori contemple son bébé. Il est si fragile et si précieux. Potière de profession, elle a l'habitude d'avoir des gestes délicats. Mais là, elle pense chacun de ses mouvements longtemps à l'avance. Laurie est un peu perdue. C'est son premier enfant, mais elle peut compter sur le soutien de ses proches et surtout sur son mari, John Coleman. John correspond à l'image que l'on se fait de l'Américain typique. Bosseur, il a créé sa propre entreprise de nettoyage de tapis. Vu que Santa Barbara regorge de palaces et de villas, il croule sous les commandes. Tout ça fait que, sans être riche, les Coleman ont un niveau de vie plutôt confortable. Quand elle fait les courses, Laurie n'est pas au dollar près. De temps en temps, ils peuvent s'offrir des vacances dans d'autres États américains. Et en cas d'imprévu, ils ont un matelas financier de secours. Bref, la classe américaine moyenne classique. En 1983, les Coleman adoptent leur second fils, Michael. Laurie, John, Matthew et Michael coulent des jours heureux sous le soleil de la Californie. Chez les Coleman, l'air est empli des rires des deux garçons et des odeurs de pancakes. Quand ils ne font pas leurs devoirs, Matthew et Michael sont soit en train de grimper dans l'arbre, situé au milieu de leur jardin, soit en train de jouer à la Game Boy. Une fois l'adolescence arrivée, Matthew se passionne pour le skateboard. Mais très vite, il retourne à son premier amour, l'océan. Matthew est un Californien pur jus. Il apprend à nager alors qu'il est haut comme 3 pommes. Tout petit, il surfe, dirige des voiliers et pêche au harpon. Vraiment, quand il a 1 minute de libre, il plaque tout pour partir à la plage. Au lycée, tout se passe bien. Le garçon est assez populaire et se fait facilement des amis. Cependant, un jour, il fait une rencontre qui bouleverse sa vie. Le christianisme évangélique. À l'adolescence, Matthew se découvre une ferveur religieuse, qui surprend même son entourage. Désormais, il se balade avec une Bible, où il surligne ses passages préférés. Au moment de prendre ses décisions importantes, il étudie toutes les possibilités sous le spectre de la religion. Il voit la main de Dieu partout et en tout. En toute logique, après le lycée, il choisit de poursuivre ses études dans un établissement catholique.
C'est sur les bancs de l'université de San Iona qu'il obtient son bachelor. En parallèle de ses études, il participe à des compétitions de surf pour son école. Une fois son diplôme en poche, Matthew décide de faire une pause. Il a passé toute sa vie à Santa Barbara, et même s'il adore sa ville, il rêve d'autre chose. Il veut voir du monde, voyager, s'évader. Alors il fait son sac et part enseigner l'anglais à San Sebastián, en Espagne. Une fois son contrat terminé, il s'envole pour le Mexique, dans le cadre d'une mission chrétienne. Là, il enseigne l'anglais à nouveau, et les préceptes bibliques à des enfants en difficulté. Pendant 2 ans, Matthew nourrit sa soif d'exotisme. Mais très vite, le mal du pays se fait sentir. La horchata espagnole, les aguas frescas mexicaines ne suffisent pas à lui faire oublier son foyer. Alors, il rentre. De retour à Santa Barbara, il décroche rapidement un master en espagnol. Ne reste plus qu'à se lancer dans la vie active. Et là, c'est le flou. Il y a très peu d'informations sur la carrière de Matthew après son tour du monde. On sait juste qu'en 2011, à 30 ans, il fonde l'école Love Water Surf. C'est une école de surf, comme son nom l'indique, qui organise aussi bien des cours particuliers, des séances de groupe, ainsi que des stages de formation à la pratique du surf. Très vite, elle devient l'école de surf numéro 1 de Santa Barbara. À ce stade, Matthew a presque tout pour être heureux. Il lui manque juste une chose, l'amour. Cela tombe bien. Le 8 janvier 2017, il comble ce vide en épousant Abby Drugsma, une chrétienne engagée et passionnée de CrossFit. L'année qui suit, le couple accueille un petit garçon qu'ils appellent Kaleo. Et en fin d'année 2020, c'est au tour de la petite Roxy d'illuminer leur vie. Matthew et Abby Coleman est un couple sans histoire. Ils louent une petite maison bleue dans un cul-de-sac près d'Endris Beach. Et encore aujourd'hui, 3 ans après leur arrivée, leurs voisins n'ont rien de négatif à dire sur eux. Matthew donne systématiquement un coup de main à ceux dans le besoin. Abby n'est pas avare en conseils de jardinage et en pâtisserie qu'elle prépare pour la communauté du quartier. C'est pourquoi, le samedi 7 août 2021, quand Abby contacte la police, personne ne s'attend à la tragédie qui suivra. Du haut de ses 40 ans, Matthew Coleman a tout pour lui. Il dirige l'école de surf numéro 1 dans la région, a une épouse magnifique et 2 beaux enfants. Et puis un jour, tout bascule dans l'horreur. Le samedi 7 août 2021, Kaleo Coleman bondit de son lit. Enfin, c'est le grand jour. Aujourd'hui, ses parents, sa petite sœur et lui doivent aller camper. Depuis la veille, l'enfant de 3 ans ne tient plus en place. Il s'imagine déjà en train de ramasser des limaces, de faire griller des marshmallows. Il en est sûr, ça va être une journée magnifique. Kaleo est tellement surexcité qu'Abby a de la peine à le préparer. Son fils a toujours été une boule d'énergie. Mais là, Kaleo tourne la tête dans tous les sens lorsqu'elle essaie de lui brosser les dents. Dans sa chaise haute, il dandine à gauche et à droite, au risque de tomber. Heureusement, la petite Roxy est plus docile. En même temps, elle n'a que 10 mois. Et en y pensant, Abby souffle, en se disant qu'elle a encore quelques mois avant de la poursuivre dans toute la maison elle aussi. Tant bien que mal, la maman parvient à faire rentrer son petit monde dans les rangs. Kaleo et Roxy sont lavés et assis à table. Il ne reste plus qu'à appeler son mari. Sentant bon le propre, Matthew sort de la salle de bain. Ni une, ni deux, le surfeur rejoint sa famille à table. Dès qu'il s'assoit, le ton se fait plus solennel. Matthew joint ses paumes de main et baisse la tête. Sa famille l'imite. Ensemble, d'une seule voix, les Coleman récitent les bénédicités. Ce n'est qu'une fois le « Amen » prononcé que les bruits des premiers couverts se font entendre. Durant 30 minutes, c'est comme si le temps cesse sa course folle. Seuls dans une bulle de bonheur, les Coleman déjeunent en se racontant leur journée. Quand ils quittent la table, chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Kaleo et Roxy vont jouer dans le salon pendant que papa et maman finissent de préparer leurs affaires. Dans 1 heure chrono, direction les vastes étendues sauvages de la Californie. Le couple s'est mis d'accord sur chacune des tâches qui lui incombent. Chacun s'en va vaquer à ses occupations. Et alors qu'elle fouille l'un de leurs tiroirs à la recherche de leur tante, Abby remarque quelque chose. Tout à coup, la maison est devenue calme. Elle n'entend plus les petits pas rapides de Kaleo ou les gazouillements de Roxy. Pour la maman, cela ne peut vouloir dire qu'une chose. Ses enfants sont sur le point de faire une bêtise. À pas de loup,
Elle avance vers la salle de jeu des gamins pour les prendre sur le fait, histoire de leur faire un petit choc et qu'ils ne recommencent pas. Mais rien. Et ce n'est pas simplement qu'ils ne font pas de bêtises, c'est qu'ils ne sont pas là. Abby souffle à nouveau. Elle leur avait bien dit de rester ici jusqu'à ce qu'ils partent. Rapidement, elle fait le tour de la maison, légèrement agacée d'avoir à leur courir après. Encore une fois, voilà une pièce visitée, 2 pièces, 3 pièces. Au fur et à mesure qu'elle parcourt les différents coins de la maison, son cœur se met à battre de plus en plus vite. Ses enfants ne sont plus là. Oubliez la discrétion. Abby hurle le nom de ses bambins. Au bout de quelques secondes, elle a un déclic. Peut-être qu'ils sont avec leur père. Mais là encore, Abby tombe de haut. Matthew aussi a disparu. En regardant par l'une des fenêtres, la femme fait un autre constat. La Mercedes Sprinter de la famille n'est plus garée devant la maison. Ah, c'était donc ça. Matthew est juste sorti avec les enfants. Immédiatement, Abby se calme. Il aurait pu lui dire au revoir et la prévenir. Mais bon, au moins elle a une explication logique à ce silence. Et finalement, ça va. Elle connaît son mari et sait qu'il ne devrait plus tarder. Mais juste au cas où, elle compose le numéro de téléphone de Matthew. La sonnerie retentit plusieurs fois. Après chaque tentative, son appel est envoyé vers la messagerie vocale. Bon, peut-être qu'il est au volant et en train de conduire. Sans y penser plus que ça, la maman continue de préparer les affaires. Ce camping ne va pas se réaliser tout seul. Le souci, c'est qu'après plusieurs heures, Matthew n'est toujours pas là. Et non seulement il n'est pas rentré avec les enfants, mais il n'a pas donné de signe de vie. Elle appelle, il ne décroche pas. Elle envoie des SMS, il ne répond pas. Finalement, Abby Coleman se décide à appeler le 911. À l'autre bout du fil, elle tombe sur un agent qui lui demande de lui indiquer ce qui la préoccupe. Elle lui explique rapidement la situation. Son mari et ses enfants ne sont plus là. Elle pense qu'ils sont partis faire un tour. Mais elle s'inquiète un peu parce qu'il ne répond pas à ses appels. En plus, il n'a pas pris le siège auto du bébé, donc elle a peur qu'il arrive quelque chose à la petite dernière. L'agent de police écoute attentivement Abby. Une fois son récit terminé, il lui pose quelques questions classiques dans ce genre de cas. Est-ce que son époux et elle ont eu des conflits récemment? Comment ça se passe à la maison? Et est-ce qu'il a parlé de divorce, de rupture ou de faire une pause? Même si elle sait que ces questions coulent de source, l'épouse est sous le choc. Matthew et elle ont une excellente relation. Ils sont très proches, sont sur la même longueur d'onde et filent le parfait amour. Il n'y a pas de dispute, pas d'abus, pas de problème de communication. Tout va bien, juste au cas où l'opérateur à l'autre bout de la ligne décide d'appeler Matthew également. Il obtient le même résultat que sa femme. L'homme ne décroche pas. Pour le policier, c'est mauvais signe. Et si ce n'était pas juste un père parti en balade avec ses enfants? Inquiet, il suggère à Abby d'engager une procédure plus poussée. Mais la femme refuse. Si elle a appelé, c'est juste pour que les forces de l'ordre ouvrent l'œil. Peut-être qu'ils ont eu un accident. Peut-être que leur voiture est tombée en panne dans une zone reculée. Elle sait que son mari est digne de confiance. C'est juste une question de temps avant que les choses ne rentrent dans l'ordre. Abby finit par raccrocher. Toute la journée, elle tourne en rond chez elle, lançant des regards inquiets par la fenêtre. Et une fois la nuit tombée, elle continue de regarder la route passant devant la maison, figée comme une statue. Tout ce qu'elle fixe, c'est son téléphone portable qui reste muet. Et la rue. Cette nuit, la maman dort à peine. Même lorsqu'elle parvient à fermer les yeux, elle voit défiler des images cauchemardesques de Matthew, de Caléo et de Roxy. Elle les imagine attaqués par un malfrat ou ayant fait une sortie de route. C'en est trop. Le dimanche 8 août 2021, Abby passe à la vitesse supérieure. Elle appelle tous les proches de sa famille. Seulement, aucun d'eux ne parvient à avoir Matthew. Elle fait le tour des coins que fréquente son mari. Et là encore, personne ne l'a vu. Résignée, elle rappelle le 911. Cette fois, elle veut faire un signalement et lancer des recherches. À 18h59, la police débarque et toque à la porte des Coleman. Presque aussitôt, Abby ouvre. Depuis qu'elle a appelé les forces de l'ordre, elle les attend avec impatience. La femme en est convaincue. Quelque chose de grave est arrivé à son mari. Tandis qu'elle répète son récit à ce policier venu récolter des informations, la jeune femme a de la peine à garder son sang-froid. Sous l'effet du stress, sa voix grésille. Parfois, ses mains tremblent de manière incontrôlable. À chaque fois qu'elle pose les yeux sur l'enquêteur, Abby réalise l'ampleur de la situation.
Elle ne rêve pas. Sa famille a bel et bien disparu. L'agent lui pose à peu près les mêmes questions que l'opérateur du 911. Et à lui aussi, elle affirme que tout va bien dans son couple. Matthew et elle s'entendent à merveille. C'est d'ailleurs pourquoi elle est sûre qu'il s'est passé quelque chose de grave. Le policier note bien, et lui garde son calme. Méthodiquement, il collecte le maximum de renseignements possibles. La marque de la voiture, le numéro d'immatriculation, les vêtements des recherchés, le numéro de téléphone de Matthew et... 2 minutes. Et Scabby vient de dire que son mari possède un iPhone. Immédiatement, l'enquêteur tique sur ce point, a priori anodin. Il demande à l'épouse si elle a les codes d'accès de l'application Find My iPhone de son mari. C'est un système mis en place par la marque Apple et qui permet de localiser les appareils où qu'ils soient. Une lueur d'espoir se dessine dans le regard d'Abby. Mais comment n'y a-t-elle pas pensé ? Sans attendre, elle court sur son ordinateur, suivie de près par l'agent, curieux de voir s'il y a matière à creuser. 2 minutes plus tard, elle est connectée à l'application. Voilà ce qu'elle recherche. Le jour même, à 14h24, l'iPhone de Matthew a borné. Selon les données, il est à Rosarito, dans la municipalité de Baja California, au Mexique. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il n'a pas de famille au Mexique. Et de ce qu'elle sait, il n'y a pas d'amis non plus. À vrai dire, c'est même la première fois qu'elle entend parler de la ville de Rosarito. Une rapide recherche Google apprend à Abby qu'il s'agit d'une petite commune balnéaire. Rosarito, ce sont des plages magnifiques. Une statue du Christ qui rappelle celle de Rio de Janeiro, 65 000 habitants et des milliers de touristes. La femme n'a absolument aucune idée de ce qui aurait pu pousser son mari à aller là-bas. Si c'est bien lui qui possède encore son téléphone, évidemment. Comme l'épouse, l'enquêteur ne sait pas trop quoi penser. C'est un renseignement sans en être un en réalité. Cela soulève plus de questions que cela n'apporte de réponses. Cependant, il est bien décidé à résoudre ce mystère. Le jour même, il rapporte les faits à sa direction. Et le lendemain, l'affaire est confiée au département criminel qui dispose de bien plus de moyens. Là-bas, une fois le dossier en main, il n'y a besoin que de quelques secondes pour savoir à qui faire appel. Le matin du lundi 9 août 2021, la police contacte le FBI. L'agence fédérale compte dans ses rangs des gens capables de remonter la trace de personnes disparues en un temps record. Et les talents de pisteurs des agents fédéraux sont mis à contribution pour retrouver le père et ses 2 enfants. C'est précisément l'agent spécial Jennifer Bannon qui est missionnée. Et c'est un fin limier. C'est la personne que l'on appelle quand il faut retrouver quelqu'un. Même si l'individu s'est enfoncé au fin fond de la vallée de la mort, l'agent Bannon lui mettra la main dessus. C'est en 2006 que Jennifer Bannon rejoint le FBI. Pendant plusieurs années, elle participe à des opérations de contre-terrorisme aux États-Unis et à l'extérieur du pays. En juillet 2011, elle est assignée au programme régional de suppression des narcotiques. Là, sa mission est simple. Surveiller et traquer les appareils électroniques et les transactions numériques des personnes d'intérêt. On parle de narcotrafiquants, de trafiquants d'êtres humains et de ravisseurs internationaux. En août 2021, quand elle entend parler de l'affaire Coleman, cela fait 10 ans que l'agent Bannon retrouve des criminels. Forcément, elle sait exactement comment procéder. Très vite, la membre du FBI balaie la théorie de la tierce personne. Non, ce n'est pas un voleur qui est entré au Mexique avec le téléphone de Matthew. Après avoir quitté sa femme, le mari a conduit la Mercedes Sprinter jusqu'au poste frontière de San Isidro. Si elle en est certaine, c'est parce que l'immigration a enregistré sa sortie du territoire. Sur la banquette arrière du véhicule, les agents ont vu 2 enfants correspondant au signalement de Caléo et de Roxy. Ensuite, Matthew a roulé pendant 1 heure jusqu'à la ville de Rosarito. L'agent Bannon ne doute pas une seule seconde que Matthew soit encore à Rosarito. Le problème, c'est qu'elle n'a aucune forme de pouvoir au Mexique. Ses compétences se limitent aux frontières américaines. Et vu la faiblesse des preuves, il n'est pas possible de lancer un mandat d'arrêt international. Elle ne peut pas non plus débarquer à Rosarito pour voir ce que fait Coleman. En tout cas, sans que cela dégénère en crise diplomatique. L'agent spécial Bannon a les mains liées. À ce stade, elle n'a pas d'autre choix. Elle doit faire un signalement au FBI de Californie. Dès que Matthew mettra le pied sur le sol américain, il sera mis de côté et interrogé. Une fois cet email envoyé,
Jennifer Bannon s'affale dans son siège. Et s'il ne revient pas? Et s'il part dans un autre pays? La vérité, c'est qu'elle est obligée d'attendre. Ça peut prendre 1 mois, 1 an ou moins. Beaucoup moins. Quelques heures seulement après avoir envoyé son signalement, l'enquêtrice obtient une réponse. Le même jour, à 11h du matin, Matthew Coleman a de nouveau franchi le poste frontière de San Isidro. Il a immédiatement été retenu par les agents d'immigration. Jennifer Bannon bondit de joie. Enfin une histoire qui semble bien finir. Sauf que non. Son enthousiasme retombe aussi vite qu'un soufflet. Matthew Coleman est bien rentré aux États-Unis, mais il est seul. Kaleo, 3 ans, et Roxy, 10 mois, ne sont pas avec lui. Plus inquiétant encore, les inspecteurs ont remarqué des taches de sang sur les papiers du véhicule. Tout ceci ne laisse rien présager de bon. Et malheureusement, l'instinct de l'agent fédéral ne la trompe pas. Le samedi 7 août 2021, Matthew Coleman se volatilise, emportant avec lui ses 2 enfants et le van familial. Le lendemain, son téléphone est géolocalisé à Rosarito, une petite ville du Mexique. 2 jours plus tard, il est arrêté alors qu'il rentre aux États-Unis, seul, sans ses enfants. Au même moment, un fermier mexicain essaie encore de se remettre de ses émotions. Le 9 août 2021, Roberto Salinas Ramirez sort péniblement de son lit. Même s'il n'a que 47 ans, son corps est usé par le travail de la terre. Roberto, c'est un fermier. Il se lève aux aurores, se couche à pas d'heure et trime toute la journée sous l'intrépide soleil du Mexique. Forcément, ça laisse des traces. Mais bon, pour rien au monde, il ne vendrait sa ferme pour aller s'entasser sur les rivages bondés de touristes. Ici, il est au calme. Pas de bar qui hurle à tue-tête du matin au soir, pas de travailleuse du sexe ou de rabatteur, pas de klaxon intempestif. Juste lui, le silence et de magnifiques montagnes en guise de paysage. Ou du moins, la plupart du temps. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un tambourine sur sa porte avec rage. Agacé, Roberto va quand même ouvrir. Sur le pas de sa porte, ce qu'il voit le surprend. C'est l'un de ses voisins. Et le pauvre homme a l'air complètement paniqué. Il explique à Roberto qu'il a vu une quantité impressionnante de sang dans l'un de ses jardins. Peut-être qu'il devrait aller jeter un coup d'œil. Le fermier est sous le choc. Il vit un peu à l'écart de la ville. Par conséquent, il n'est pas rare que des animaux sauvages s'égarent dans les plantations. Parfois même, ils s'y battent. Mais là, quelque chose lui dit que c'est plus grave que ça. Et nous sommes au Mexique. Est-ce qu'un cartel est venu dans cette région très calme pour un règlement de compte? Faire un exemple en démembrant à la tronçonneuse quelqu'un qui l'aurait trahi? Le paysan espère que non. Sinon, il viendrait, malgré lui, de mettre le pied dans une situation très inconfortable. Roberto siffle son animal de compagnie, un chien blanc qui vit chez lui. Homme et canin se dirigent à petit trot vers la plantation. Quand il arrive devant sa clôture, Roberto se fige quelques secondes. Est-ce vraiment une bonne idée? Et si c'était dangereux? À un moment donné, il pense même à tout arrêter pour appeler la police. Oui, mais pour leur dire quoi? Il n'a rien vu. Si ça se trouve, c'est juste un animal qui a été gravement blessé par un coyote et est venu mourir dans ses tomates et ses salades. Il n'a pas le choix. Il doit absolument aller voir par lui-même. Malgré la boule qui lui serre la gorge, Roberto déverrouille la clôture faite en barbelé. Il fait un pas et se fige sur place. Sur des broussailles et des roches desséchées, il aperçoit des taches de sang. Il y en a trop pour qu'il s'agisse d'un petit animal ou d'un accident. Roberto commence à paniquer. Immédiatement, son corps tout entier se raidit. Son pouls devient plus rapide et ses pupilles se dilatent. Il a peur. Au fond de lui, chacune de ses cellules essaie de le prévenir d'un danger. Roberto s'enfonce dans les buissons, suivant attentivement les traces de sang. Et puis, plus rien. À un moment donné, la piste s'arrête net. Ouf. Le sang, c'est inquiétant certes, mais il n'y a rien qu'il puisse faire maintenant. Dépité, mais un peu soulagé tout de même, il redescend vers un ruisseau alentour, histoire de rentrer chez lui. Et alors qu'il pivote en direction de son cabanon, son chien aboie. Mais pas un petit aboiement. Les traits de l'animal sont déformés sous l'effet de la tension qui parcourt son corps. Roberto tourne légèrement le visage, puis il avance doucement vers la zone indiquée par son chien.
C'est là qu'il les voit, les cadavres de 2 jeunes enfants. Ils ne portent plus qu'une couche chacun et leurs petits corps sont lacérés à de multiples endroits. Roberto rappelle son chien et rentre chez lui en courant. Quelques minutes plus tard, la police mexicaine est sur les lieux. À 8h pile, la découverte macabre est formellement enregistrée dans les dossiers mexicains. À 11h, le FBI transmet aux autorités mexicaines les signalements des enfants Coleman. Pas de doute, ce sont bien eux. Les photos sont envoyées aux agents américains. Matthew Coleman est fait comme un rat. L'agent du FBI qui l'interroge en a conscience. Il détient tous les détails de l'affaire, et notamment ceux de la découverte faite de l'autre côté de la frontière. En face de lui, Matthew Coleman sait aussi qu'il est coincé. Alors, il renonce à ses droits et se met à parler. Le samedi 7 août 2021, Matthew Coleman a une révélation. Alors qu'il est à table, en train de déjeuner avec sa famille, il sait qu'il est temps d'agir. Sa femme ne peut pas comprendre. Son frère, ses parents, ses amis n'ont aucune idée du danger qui les menace. Mais lui, cela fait longtemps qu'il sent l'apocalypse approcher. Les voix lui parlent. Elles traversent les couches célestes pour lui murmurer la vérité. La triste vérité. Ces enfants ont du sang de serpent. Pas le reptile qui sillonne les forêts amazoniennes. Non, ils ont des gènes reptiliens. Et à croire certaines visions qu'il a eues, ils ont hérité de ces gènes de leur mère. Cela fait 4 ans qu'il partage sa vie avec l'une de ces créatures à sang froid. Et le pire, c'est qu'il a même fait des enfants avec. Aujourd'hui, il regrette d'avoir dit oui. Il se sent pris au piège. Il a l'impression de devoir constamment afficher le masque du mari parfait, au risque d'être éliminé par les autres. Surtout qu'en décryptant les signes, Matthew a réalisé que ses 2 enfants allaient faire s'abattre l'apocalypse sur Terre. Alors, le samedi 9 août 2021, malgré son sourire de façade, Matthew panique complètement. Il ne peut pas laisser une telle chose se produire. Il doit sauver l'humanité. Au début, quand sa femme et lui se sont intéressés à QAnon, il a juste vu des heureuses coïncidences. Mais durant l'été 2021, il s'est plongé dans les forums et c'est là qu'il a compris à quel point ce monde est pourri. Pour rappel, QAnon est une théorie complotiste selon laquelle le monde serait dirigé par des satanistes pédocriminels qui boiraient le sang d'enfants pour rester jeunes et puissants. Ah, et pour les adeptes de ce mouvement, Donald Trump est un messie qui combat ces suppôts de Satan. Même si cela peut paraître farfelu, QAnon est un mouvement qui a, non pas des milliers, mais des millions d'adeptes, lesquels s'affichent souvent publiquement. Le courant reprend des légendes urbaines bien connues, comme les Illuminati, les manipulateurs reptiliens, et même des versets bibliques, en tout cas ceux qui les intéressent. C'est d'ailleurs comme ça que Matthew et sa femme découvrent QAnon. Dans leur communauté religieuse, l'un de leurs proches leur parle d'une affaire, puis d'une autre. Et de fil en aiguille, ils sont introduits à QAnon. Sur Facebook, Matthew consulte des publications de l'organisation qui expliquent qu'il faut s'opposer au vaccin contre le Covid, car c'est un danger pour la santé. Et alors qu'il parcourt différents posts à ce sujet, toujours sur ce réseau social, il démasque l'un des partisans de ce fameux culte monstrueux. Un jour, il se rend compte que l'un de ses amis proches a partagé une photo. Jusque-là, rien d'anormal. Le problème, c'est que le concerné fait un geste de la main que Matthew associe à Satan. Immédiatement, il coupe les ponts avec ce faux ami. Depuis son adolescence, Matthew Coleman ressent un lien spécial avec Dieu. Il est convaincu de l'entendre et parfois de le voir. Sa foi en ses idées est si forte qu'il ne doute pas une seule seconde que la puissance divine puisse défier le sens commun. La Bible lui a révélé qu'une guerre entre le bien et le mal avait lieu sur Terre. QAnon lui a donné les clés pour mieux déceler les signes du malin. Et avant QAnon, Matthew vivait dans l'ignorance. Maintenant, son esprit est lucide. Il ne peut plus ignorer les menaces qui l'entourent. Il ne peut plus faire semblant d'ignorer la menace que représentent ses enfants. Tant, bientôt, ils se transformeront en monstres et mettront fin à toute forme d'humanité sur Terre. Alors, le samedi 7 août, il décide de passer à l'action. Assis dans son fauteuil, Matthew entend Abby s'affairer dans une autre pièce. À quelques pas de lui, Kaleo et Roxy jouent. Ils ont l'air si innocents. En même temps,
le diable est connu pour se jouer des apparences. Vite, pas le temps de cogiter. Matthew sait qu'il faut partir. Il prend Caléo et Roxy dans ses bras et les installe à l'arrière de la Mercedes. Puisque le bébé de 10 mois n'a pas encore un bon équilibre, il le place dans une boîte qu'il a ramassée en sortant. Le père de famille tourne la clé. Le moteur du véhicule se met à ronfler. Et il appuie sur l'accélérateur. Il ne sait pas où aller. Mais là encore, le ciel lui parle. Sur la route, il voit un panneau qui lui rappelle le Mexique. Ce sera sa prochaine destination. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Abby l'appelle et lui envoie des SMS. Quand ce n'est pas elle, ce sont ses proches qui essaient de le joindre. À un moment donné, un numéro inconnu va même le contacter. Mais Matthew n'est pas dupe. Il est convaincu que les adorateurs de Satan sont à ses trousses. Peut-être ont-ils compris qu'il savait déjà. C'est alors une course contre la montre qui s'engage. Après 3 longues heures de route, Matthew arrive au poste frontière de San Isidro. Quand les policiers le laissent passer, il se détend un peu. Enfin, il est loin de ces satanistes sans cœur. Il peut planifier la prochaine étape en paix. 1 heure plus tard, il se gare sur le parking du City Express Hotel, à Rosarito. Les caméras de surveillance le filment en train de s'enregistrer avec ses 2 enfants. La suite, c'est le trou noir. Toujours est-il que le lundi 9 août, en pleine nuit, à 2h54, Matthew sort de l'hôtel avec Caléo et Roxy. Il sait ce qu'il a à faire. Mais cela n'en reste pas moins difficile. Même s'ils sont des monstres, ce sont ses enfants, et il tient à eux. Mais bon, des grandes causes impliquent de grands sacrifices. Pendant plusieurs heures, il tourne en rond dans les rues de Rosarito. Finalement, vers 5h du matin, il emprunte la route d'Escanso. Là, il fait descendre les enfants. C'est l'aurore. Les premiers rayons du soleil traversent les nuages. Et sans hésitation, Matthew Coleman tire sur Caléo, 3 ans, avec un fusil à harpon. Quand le harpon l'atteint, le petit garçon hurle de douleur. Mais surtout, il ne comprend pas. Pourquoi est-ce que son père lui fait ça ? Matthew ne se laisse pas attendrir. Il remue le fusil de pêche dans la plaie, se coupant la main par la même occasion. Puis, il ressort le harpon et tire une fois de plus. Roxy, 10 mois, subit le même sort. Et pour être sûr que les 2 enfants soient morts, Matthew poignarde Caléo 17 fois et Roxy 12 fois, toujours avec le harpon. Une fois sa besogne accomplie, il déshabille les enfants, ne leur laissant que leur couche. Il jette leur corps un peu plus loin, dans un buisson. C'est ainsi qu'ils finissent dans la plantation du fermier. Puis Matthew remonte dans sa voiture et roule jusqu'à une falaise. Une fois en hauteur, il se débarrasse du fusil de pêche et d'une partie des vêtements maculés de sang. Il roule encore un peu et jette les autres habits dans une poubelle bleue, pas très loin de Tijuana. À 6h33, il retourne à l'hôtel, fait ses valises et rentre aux États-Unis. Face à l'agent spécial, Matthew confesse absolument tout. Il explique comment et pourquoi il a tué ses 2 enfants. Il donne des indications claires sur les lieux à visiter pour trouver les indices. Il reconnaît avoir mal agi, mais dans son esprit dérangé, c'était la seule façon de sauver le monde. Le 10 août 2021, Matthew Coleman est transféré à la prison de Santa Ana. Il est officiellement inculpé pour le meurtre de ses 2 enfants. En prison, il devient clair que Coleman est instable mentalement. Il est évalué et le diagnostic est sans appel. Il est paranoïaque, a des hallucinations, perd les notions de temps ou d'espace et a une forte volonté de mettre fin à ses jours. À plusieurs reprises, il est surpris en train de se gifler ou de frapper sa tête contre les murs. Finalement, en 2023, à la toute fin d'un procès insupportable pour la famille, le verdict tombe. Matthew Taylor Coleman est jugé inconscient de ses actes. Tous les médecins l'ayant observé sont d'accord. Il souffre de schizophrénie et d'autres affections mentales. Sa perception du monde est tellement faussée qu'il ne peut pas être tenu pour responsable des actes qu'il a commis. Suite à ce diagnostic, Matthew Coleman est mis sous traitement de force. Il est actuellement détenu dans un établissement médical au sud de la Californie. Et il doit y rester jusqu'à ce qu'il ne soit plus considéré comme un danger pour la société, même si cela risque de ne jamais se produire. Voici pour cette terrible affaire qui pouvait presque uniquement se produire aux États-Unis. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez « reptile » en commentaire.
J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.